Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi. Vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez également chaque jour, bien sûr, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la montée en puissance d'une semaine dense en termes d'informations pour les marchés et les investisseurs, peut-être même une semaine critique pour la poursuite de la dynamique de marché sur les prochaines semaines et les prochains mois, avec la partie microéconomique qui va gagner en traction et les résultats de grandes entreprises qui vont très vite arriver, les résultats de LVMH publiés ce soir qui seront arbitrés demain par les investisseurs, et puis plusieurs Mag 7 qui publieront leurs résultats au cours de cette semaine, dans un contexte où les questionnements s'accumulent sur le modèle économique de l'IA tel que développé par les anglo-saxons au lendemain du choc DeepSeek. Un choc sur les marchés qui a révélé parfois la fragilité du thème d'investissement autour de l'infrastructure IA et des centaines de milliards de dollars de CAPEX qui ont été engloutis dans ces infrastructures jusqu'à présent. Évidemment, la dynamique va sans doute continuer, mais la question de la monétisation et de la rentabilité de l'intelligence artificielle n'a jamais été aussi vive qu'aujourd'hui avec l'arrivée d'un modèle d'IA low cost. Nous pouvons peut-être le définir ainsi et à travers le modèle présenté par DeepSeek, le chinois, ces derniers jours. Nous reviendrons bien sûr sur cet effet de commoditisation, de banalisation de l'IA, ce que ça peut impliquer sur le plan des marchés, sur le plan macroéconomique également peut-être, puisque une grande partie du cycle d'investissement est tirée depuis quelques années maintenant par l'infrastructure en intelligence artificielle. Nos invités dans un instant pour discuter de ces sujets. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur le secteur de la santé. Quelles sont les perspectives, les enjeux de 2025 pour ce secteur qui regroupe à la fois les grands laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologie et de medtech également. Nous en parlerons avec l'un des spécialistes de Montpensier, Olivier Droyer, qui sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, c'est une séance où les marchés tentent de rebondir au lendemain du choc DeepSeek. Oui, après la séance tendue d'hier sur les marchés causée par DeepSeek, le CAC 40 évolue aujourd'hui en hausse modérée, toujours autour de 7900 points. En Europe, plus globalement, le stock 600 a touché un nouveau plus haut ce matin. Aux États-Unis, les indices ouvrent sur une note globalement positive. Bon, puisqu'on parle des États-Unis, parlons directement de Nvidia, qui est le sujet du choc DeepSeek. Oui, Nvidia a souffert hier avec le choc DeepSeek. Conséquence directe sur le titre, un plongeon de 17%, soit près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière envolée. C'est la plus grande chute de l'histoire des marchés américains. Aujourd'hui, Nvidia évolue en hausse de 1% environ à l'ouverture de Wall Street. Oui, en tout cas, une action beaucoup plus volatile. On l'a vu monter, baisser, puis remonter dans les premières minutes de séance. Pour l'instant, c'est du vert effectivement sur l'action Nvidia. Plus globalement, c'est la capitalisation de la tech, du secteur de la tech aux États-Unis, hier qui a été passablement affecté avec une chute de capitalisation de l'ordre de 1000 milliards de dollars. Oui, des valeurs comme Arm, Oracle ou Broadcom, par exemple, ont toutes cédé plus de 10% hier. Aujourd'hui, l'ensemble du secteur se réveille groggy. Le Nasdaq, qui a clôturé hier en repli de 3%, débute la séance en hausse de 1%. Du côté de la politique économique américaine, Donald Trump reparle des droits de douane. Oui, il a cité plusieurs secteurs pouvant être potentiellement soumis à des droits de douane dans un futur très proche. Les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques ou encore les métaux. À noter que le nouveau secrétaire du Trésor, Scott Bessent, lors de son audition au Sénat, a plaidé pour une approche graduelle et progressive. Il soutient l'idée de droits de douane universels démarrant à 2,5% et pouvant être relevés mois après mois. Les marchés obligataires sont dans l'attente des décisions de politique monétaire. Demain soir, la Fed, jeudi, la Banque Centrale Européenne. On voit que le 10 ans américain se stabilise autour de 4,55% aujourd'hui. Du côté des entreprises, par ailleurs, Pauline, nous avons eu la publication de Boeing qui fait état d'une perte abyssale. Une perte de près de 12 milliards de dollars due à deux facteurs principaux. La grève qui a duré plusieurs semaines et les problèmes de fabrication et de qualité. Le chiffre d'affaires s'établit sous les attentes à 15 milliards de dollars. Le titre ouvre toutefois en hausse de plus de 5%.
Dans la série des publications du jour, on notera que l'allemand Siemens Energy a publié ses comptes également. Le titre, qui était lourdement impacté hier et perdait 20%, reprend aujourd'hui plus de 7% à la suite de sa publication pour le premier trimestre de l'exercice 2025. Les résultats sont meilleurs que prévus et le flux de trésorerie est supérieur aux attentes. Et puis dans la medtech, Sartorius Stedim brille en France. Le titre est en tête du SBF 120 et gagne 12% après avoir fait état d'optimisme. La direction de l'entreprise vise un retour à la croissance et ses perspectives positives ont été saluées. Les ventes dépassent les attentes et sont en hausse de 6% pour le 4e trimestre. Bon, et puis les journées qui viennent seront de plus en plus chargées. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline ? La Fed rendra sa décision monétaire demain. Du côté des résultats, journée chargée. Les investisseurs arbitreront les comptes de LVMH publiés ce soir. Ailleurs en Europe, ASML publiera ses résultats après avoir dévissé de plus de 10% hier. Enfin, aux États-Unis, on attend 3 magnifiques sur 7. Meta, Tesla et Microsoft après la clôture. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Hermann est avec nous, économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Julien Kistrebert nous accompagne également, gérant chez Taylor Asset Management. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vincent Lecartier est également avec nous ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes gérant senior et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Merci à vous trois d'être là. Ravi de vous retrouver. Vincent, quels sont les enseignements de la séance d'hier avec ce choc DeepSeek, effectivement, qui est venu révéler peut-être certaines fragilités dans le thème d'investissement IA, au sens où on l'entend, c'est-à-dire au sens anglo-saxon, voire américain du terme aujourd'hui, Vincent? Clairement, il y a des arbitrages extrêmement forts, des prises de bénéfices d'abord sur les trois thèmes principaux, c'est-à-dire la partie semi-conducteur, la partie serveur et la partie électricité. C'est les trois gros thèmes qui ont fait l'objet de prises de bénéfices extrêmement violentes. Ce qui est logique, c'était des titres qui avaient flambé. Donc, pour moi, c'est pas forcément une grande surprise. La question, c'était pas de savoir si ça arriverait, mais quand. Mais quand ? Voilà. D'accord. Donc c'est arrivé. On a enfin trouvé une raison pour déclencher le mouvement. Ce que j'observe, c'est qu'en face de ça, on a des titres comme Meta, Apple qui montaient hier. Qu'il y a énormément de sociétés d'édition de logiciels qui montaient hier. Que le S&P 500 équipondéré a terminé epsilon positif hier. Autrement dit, lorsqu'on regarde les grands indices avec des pondérations extrêmement lourdes pour certaines sociétés très impliquées sur la partie intelligence artificielle, oui, effectivement, on a des prises de bénéfices et du coup des baisses des indices qui sont très fortes. Quand on regarde l'intégralité de la cote de façon équipondérée, on se rend compte qu'en réalité, le marché fait son travail et n'imagine pas que ça remette en cause la croissance économique du pays ou des choses comme ça. On est bel et bien sur un statu quo boursier pour la cote dans son ensemble. Et donc, les sanctions ont été assez chirurgicales, vous dites. Le marché a plutôt bien visé et ne s'est pas trompé sur les valeurs qui ont été sanctionnées hier ou qui ont subi des prises de bénéfices un peu appuyées. Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais j'ai l'impression que les titres qui avaient énormément monté ont baissé. Un certain nombre de retardataires ont pris le relais. On a une plus grande dispersion au sein de la tech des sociétés qui profiteraient potentiellement de cette nouvelle adoption d'une IA pas chère. Puisqu'en fait c'est ça le vrai sujet, c'est de se retrouver avec deux offres, une offre haut de gamme, une offre bas de gamme entre guillemets ou peu chère, beaucoup plus accessible pour l'intégralité des entreprises. Et du coup, si l'ensemble de l'économie peut adopter plus rapidement une IA pas chère, ça ne veut pas dire pour autant que le thème de l'IA soit remis en cause. Au contraire, j'ai tendance à dire que ça va peut-être éventuellement accélérer encore son adoption, avec potentiellement les gains de productivité qu'on peut y associer, avec énormément d'enjeux majeurs pour l'ensemble de nos économies. C'est ce que dit le patron d'un SAP aujourd'hui, par exemple. Il publiait ses comptes, ses résultats, interrogé évidemment sur le phénomène DeepSeek. Pour lui, si le coût des modèles larges de langage, des LLM, baisse, en tant que fournisseur de logiciels qui intègre de l'intelligence artificielle, c'est parfait. Hein. Il est très content de ça. C'est l'arbitrage entre le
prix et la quantité. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, jusqu'à présent, on était sur quelques sociétés qui bénéficiaient d'un prix extrêmement élevé et donc qui ramassaient la mise. Aujourd'hui, en baissant le prix, une partie beaucoup plus large des entreprises va pouvoir accéder à ça. Et donc, un volant plus large d'entreprises va aussi encaisser les avantages du développement de l'IA. Ouais. Est-ce que, je ne sais pas, janvier 2025 restera une date importante, comme octobre 2022 a été un moment important avec l'avènement aux yeux de tous de ChatGPT, Julien, là, on a un moment DeepSeek qui suggère qu'effectivement, on a un phénomène de commoditisation, de banalisation peut-être de ces modèles de langage d'intelligence artificielle beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Enfin, en tant que non-spécialiste, j'entends. Bien sûr, mais il n'y a pas de rupture, effectivement, comme le disait Vincent, sur la logique d'accélération de la pénétration de l'IA dans les entreprises, voire même ça va aller beaucoup plus vite, effectivement. Je pense ce qui a surpris, c'est que tout le monde s'attendait peut-être plus à des ruptures au niveau des puces ou des concurrents qui seraient arrivés concurrencer Nvidia. Parce qu'on le sait tous, quand on a des marges aussi élevées, on se dit à un moment, il y a d'autres acteurs qui vont arriver sur ce marché. Et peut-être que la surprise, finalement, c'est dans le mode d'apprentissage où il y a eu une rupture. Ouais. Et là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce genre d'informations, avec des facteurs de 1 à 10 en temps d'apprentissage, donc c'est quand même très significatif. Voilà. Et après, sur la cohérence, oui, c'est logique qu'NVIDIA soit, entre autres, un des premiers sanctionnés, puisque ça veut dire qu'on aura peut-être besoin d'un peu moins de puces. Bon, ceci dit, il y a d'autres usages à venir. Nvidia a beaucoup parlé en fin d'année dernière de la robotique qui allait arriver aussi, qui allait être un débouché. L'IA physique, c'est la nouvelle frontière pour Jensen Huang. Donc tout n'est pas terminé effectivement sur ce dossier. Au contraire, on est au début de l'histoire. Voilà, maintenant effectivement les marges brutes à 95% d'Nvidia, ce sera peut-être un peu plus difficile à maintenir, même si toutes les grandes entreprises américaines ont annoncé déjà leur plan de capex. Elles sont déjà dans les carnets de commandes, donc on peut imaginer que même si... On ne va pas tirer tout de suite un trait sur les plans de capex 2025 quand même. Ils vont s'élever à quoi, 300 milliards quasiment pour les 4-5 plus gros hyperscalers? Tout à fait. D'accord. Donc là, pour le coup, je pense que... Voilà, mais effectivement, puis après, il y avait un sujet de valorisation. Et donc c'est le début de la normalisation. Si c'est le début de la commodisation des modèles de langage IA, c'est aussi le début de la normalisation pour une entreprise comme Nvidia, du point de vue de la croissance, de la valorisation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur les 7 magnifiques, l'écart de croissance par effet de base, de toute façon, va être de moins en moins sympathique au fur et à mesure que les trimestres avancent. Alors certes, supérieur au reste de la cote, mais en tout cas, il y a une normalisation. Donc effectivement, nous aussi, on était plutôt partisans, en tout cas sur la partie indicielle et tactique, d'aller sur de l'équipondéré, justement, parce que, on va en parler sûrement après, mais on sait que le plan de Donald Trump, quand même, est pour faire encore accélérer, en tout cas au moins soutenir l'économie au maximum. Donc la partie industrielle pourrait sans doute un peu mieux s'en sortir. Et avec des niveaux de valorisation qui sont somme toute assez raisonnables aujourd'hui. Donc pas d'inquiétude spécifique sur les marchés, c'est une correction saine. Voilà, maintenant effectivement dire aujourd'hui qu'il va y avoir des gros impacts sur l'activité des entreprises américaines, ça me semble un peu tôt. C'est un peu tôt, c'est la prime de risque qui remonte. Voilà, bon. Chose d'assez normal. Oui, on avait oublié que même des valeurs tech stars comme Nvidia méritent parfois peut-être aussi une prime de risque. Voilà. Oui, il y a un peu ça. Mais c'est souvent la même histoire. Vous avez plein de dossiers de ce type-là, un peu cycliques. Il y a un super cycle à un moment, et puis les gens commencent à tirer une grande ligne droite en se disant le super cycle va durer. On le raconte à chaque fois, mais à chaque fois, ça se reproduit, quoi. On l'a eu tellement de fois, les voitures électriques, on l'a eu sur... Enfin bon, bref, on va pas refaire toute l'histoire, mais... Jusqu'aux tulipes, oui. C'est quelque chose d'assez classique, finalement. Jusqu'où ça peut mettre le Nasdaq en difficulté, quand même, Vincent? Quand on voit l'enthousiasme, la dose d'enthousiasme qu'il y a eu sur cette thématique, y compris pour le retail américain. On notait des données de marché hier nous apprenaient que dans la baisse de 15% de Nvidia, il y a eu des rachats massifs de la part des investisseurs particuliers. Peut-être des rachats historiques sur une journée venant des particuliers sur une seule valeur comme Nvidia. Quand on cumule la dose d'enthousiasme qui a porté le Nasdaq depuis 2 ans maintenant, comment on réfléchit à quel type de difficulté est-ce qui pourrait se présenter si jamais, effectivement, la correction ne s'arrêtait pas à celle du lundi 27 janvier? Quand je regarde la régularité des chocs qu'on a eus sur la dernière décennie, il fallait tout le temps acheter. Dès qu'il y avait des baisses un peu profondes, il fallait acheter. Donc le retail a eu raison hier? Je pense.
je pense. Il faut se rappeler aussi qu'il y a une réserve de monétaire qui est colossale dans le monde. Ça tourne aux alentours de 7 000 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB de l'Allemagne et du Japon cumulés. Voilà, donc ça c'est la réserve. Si vous êtes passé à côté des technos pendant une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e, quand on vous le sert sur un plateau, vous avez envie d'y aller. Et une fois encore, je ne pense pas que l'histoire de l'IA soit remise en cause par cet événement. C'est-à-dire que ça va modifier les bénéficiaires, mais le thème lui-même, la dynamique en tant que telle, pour moi, reste présente. Donc oui, ça nécessite des arbitrages, des rotations à l'intérieur des technos. Donc effectivement, il va falloir regarder un peu plus le stock picking ou faire de l'equal weight, comme ça vous ne vous posez même plus la question de savoir comment vous allouez précisément les capitaux. Le temps que les spécialistes identifient quels sont effectivement les bons gagnants, les perdants, est-ce que l'histoire qui nous a été racontée hier, est-ce que tout est vrai ? Alors, parce que là aussi... Ça, c'est des questions auxquelles on aura du mal à répondre. Mais oui, voilà. Ça fait partie quand même de l'équation. Il est probable parce que les performances de DeepSeek sont aussi sobres que... Il est probable que l'État chinois soit en partie derrière. Il est probable que le nombre de processeurs utilisés soit nettement supérieur, ou voire de qualité supérieure à ce qui est déclaré. Je ne suis pas certain que la performance énergétique soit aussi spectaculaire que ce qui est officiellement annoncé. On a du mal à savoir quel type de puce ou GPU ils ont pu utiliser. Ce qui est certain, c'est que c'est de l'open source, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses auxquelles le marché va avoir accès, auxquelles les spécialistes vont avoir accès, et donc on va pouvoir quand même juger de la qualité de la prestation du logiciel. Et pour l'avoir déjà très bien classé. Pour l'avoir utilisé moi-même, un tout petit peu, très sincèrement, c'est spectaculaire de voir la qualité qui est du rendu. Je ne suis pas capable de faire la différence avec OpenAI, enfin avec ChatGPT, ou avec Claude, ou avec je sais pas quoi. Non, c'est un produit de très bonne qualité. Donc, est-ce que pour répondre à votre question, est-ce que le Nasdaq va en souffrir beaucoup ? Quand bien même il baisserait d'une dizaine de %, vous restez dans un canal absolument magnifique, haussier, et tous les développements à venir dans la défense, etc., les énergies nouvelles, même si Trump n'aime pas le sujet, ça va continuer de se maintenir. Tous ces investissements qu'on va avoir, et ça m'étonnerait que Trump ait envie de casser l'avance technologique américaine vis-à-vis des Chinois ou des Européens. Ça va même le renforcer dans la volonté de ne pas lâcher la pole position. Donc ça va encourager plutôt... Il a dit que c'était un wake-up call, que c'était un signal d'alerte pour la tech américaine. Ça va plutôt encourager des nouveaux investissements dans la tech. Donc moi, mon pressentiment, c'est que le Nasdaq, il a encore de beaux jours devant lui. Qu'est-ce que ça peut inspirer comme réflexion sur le plan macroéconomique, si ça a lieu d'être, Evelyne ? J'ai vu une réaction parmi d'autres, d'Olivier Blanchard par exemple, sur les réseaux sociaux, qui, de manière très claire, estime que DeepSeek est peut-être un choc positif de productivité totale des facteurs historique dans l'histoire. Alors ça, c'est le langage d'Olivier Blanchard, d'un économiste, mais il y a quand même l'idée que ça peut aussi accélérer beaucoup de choses, peut-être sur le plan macroéconomique, en tout cas des choses qui peuvent avoir des conséquences sur le plan macroéconomique. Je ne vais pas contredire. Non. Non, mais je pense que déjà... on commence juste à regarder. Donc, du coup, à très court terme, un des phénomènes qu'on nous pose là, court terme, c'est quel est l'impact de l'effet de richesse sur le consommateur américain. Parce que alors que vous êtes tous très optimistes, on n'est peut-être pas tous effectivement équipondérés. Donc, du coup, il peut y avoir un effet de richesse à court terme sur le consommateur américain qui peut peut-être faire un peu peur. Bon, ça, mes collègues américains restent relativement convaincus que le consommateur est quand même résilient, qu'on a des bilans de consommateurs qui sont relativement robustes et qui devraient être capables, dans leur intégralité, de gérer ce genre de réajustement. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est le risque à court terme. L'effet richesse, le risque. Nvidia étant une des valeurs sans doute les plus détenues par les particuliers américains. On a eu Tesla à un moment, Apple historiquement, bien sûr. Voilà. Oui, donc du coup, du coup, ça, c'est un risque peut-être plus à court terme. Après, à moyen terme, le sujet AI...
IA. C'est un qui est avec nous depuis un bout de temps. Effectivement, si vraiment les gains sont tellement importants par cette nouvelle offre, peut-être les choses vont s'accélérer. La chose que peut-être qui est intéressant à réfléchir, c'est que si c'est tellement plus bon marché, le facteur inflationniste, dont certains inflationnistes continuent à parler, de cette innovation va encore diminuer, même à court terme. Donc du coup, ça peut-être un peu prendre de la pression dans cette narrative dans cette histoire de tout est toujours pour l'éternité plus inflationniste que ce qu'on a connu. Donc, ça rééquilibre un peu la conversation au sein des banques centrales. Quoi. Au moins, ça pourrait le provoquer. Après, tout est une question de à quel point c'est rapide. Après, il y a aussi la question de à quel point on peut redistribuer la richesse créée avec les gains de productivité au sein de la population, puisqu'on est très au courant que les chocs inégaux peuvent peser sur la croissance. Il y a plein de questions qui se posent autour du sujet du AI, du IA. Oui, vous pouvez dire AI aussi. c'est les anglicismes qui reviennent. Je pense qu'on est tout juste au début, mais a priori, si toute cette transition se fait plus rapidement et à un coût inférieur par rapport à ce qu'on a pensé avant, et c'est que le deuxième jour qu'on discute ça pour de vrai, et il y a plein de questions qui viennent avec, l'histoire inflationniste, elle est peut-être moins puissante. Ouais, elle est peut-être moins importante que ce qu'on peut imaginer. Si on reste encore un peu sur le sujet IA, comment on aborde l'investissement en IA, justement, alors partant des informations qu'on a pu recevoir là jusqu'à aujourd'hui, Julien? C'est une bonne question. Non, plus sérieusement, dans notre cas, nous, dans les allocations, on n'était pas très exposés à la tech pour des questions de valorisation. Tout simplement, et pas forcément parce qu'on n'y croyait pas sur les perspectives, c'était plus une notion de alors effectivement, gestion de sur la risque, question, quand, voilà, bon, on n'avait pas la réponse, mais on trouvait que sur ces niveaux de valo, en moyenne, c'était plutôt un peu tendu. La question, c'est plutôt quand est-ce qu'on revient. D'accord. En tout cas, de notre côté. Voilà, je pense qu'effectivement, on n'a pas suffisamment d'informations à ce stade pour être catégorique. Mais on voit des sociétés qui ont quand même beaucoup baissé. Et pour le coup, je ne sais pas si ça a toujours été chirurgical. On parlait de Siemens Energy tout à l'heure, qui rebondissait. Pourquoi elle a perdu 20% sur cette news? Bon, ça me paraît un peu décorrélé de l'histoire, en tout cas de Siemens Energy. En tout cas, moins 20. C'était un peu certainement excessif. Et puis, il y a des dossiers qui ont bien souffert aussi, peut-être de manière excessive, comme Schneider Electric, même s'ils sont exposés, il n'y a pas de débat, mais c'était quand même assez violent et assez fort. Donc voilà, il y a peut-être des choses de ce type-là à regarder. Des ASML, alors ils ont leurs problèmes propres par rapport aux exportations en Chine, mais... Ça a bien glissé, ASML, quand même, depuis l'an dernier. Exactement. Elle avait repris un peu de souffle, et puis là, sur ces news, elle a fortement baissé. Voilà, après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir besoin de semi-conducteurs, encore une fois. Juste, et ils n'étaient pas dans une logique aussi forte de super profit. C'était quand même des cycles très longs de carnet de commandes. Bon, voilà, après, il y a une telle granularité sur les ventes qu'effectivement, la publication va être à surveiller. Et c'est vrai qu'à une machine près, ça change tout. Ça change un peu la lecture. La couleur des comptes, oui. Exactement. Ça, c'est sûr. Donc, ça peut être assez volatile. Mais voilà, donc effectivement... Peut-être un peu de prudence sur des Nvidia, des Broadcom. Pour le reste, je pense que d'une manière générale, l'histoire, elle est toujours là. Et on n'a pas d'inquiétude majeure à ce stade. Dans le jeu relatif des marchés, Julien, est-ce que plus d'interrogations ou plus de volatilité sur le thème IA infrastructure, est-ce que ça peut amener les investisseurs globaux à regarder à nouveau d'autres zones géographiques, d'autres thèmes. D'autres zones, je ne sais pas. Je pense que tout le monde est plutôt, en moyenne en tout cas, surpondéré sur les États-Unis parce que c'est une évidence. Voilà. Parce que ça a bien fait. Voilà. Et puis. Est-ce que c'est une bonne raison ou pas? Pas toujours. Mais parfois, oui. Non, mais plus sérieusement, en tout cas sur la partie industrie ou secteur bancaire aux États-Unis, globalement, pas d'inquiétude à avoir, plus de libéralisme, des déficits budgétaires importants pour soutenir les projets d'infra, etc. Donc globalement, pas
pas de grosses inquiétudes là-dessus. Sur l'Europe, je dirais que ça va dépendre beaucoup de la publication d'LVMH, déjà, à court terme. Oui. Donc on a eu la publication, c'est vrai, de Richemont qui était très bonne, notamment aux États-Unis et en Europe, plus difficile en Chine, enfin toujours difficile en Chine. Mais la joaillerie, quand même, les montres, c'est un marché un petit peu spécifique. Donc on va voir LVMH ce que ça donne. Effectivement, si LVMH, vu que ça a déjà rebondi post-publication aussi de Bruno Cucinelli, etc., on peut avoir un peu de prise de profit. Et là, on va se dire, finalement, l'Europe, ça reste quand même compliqué. Mais en valeur relative, oui, l'Europe est intéressante. Et la bonne question, c'est quel va être le catalyseur, parce que un actif pas cher, ça n'a jamais fait de performance, malheureusement. Ça ne donne pas le timing, oui. Donc il faut savoir ce qui se passe. C'est vrai qu'on a des faits de base un peu plus sympathiques en termes de croissance, un peu de fantasme sur les élections allemandes. On verra ce qui se passe. Oui, mais il y a plein de catalyseurs potentiels devant nous. Et puis l'espérance que la Chine fasse un plan de relance un peu plus massif à un moment, parce que les entreprises européennes sont quand même très internationales. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un peu de rebalancement sur l'Europe ces dernières semaines, mais on le voit sur la perf relative, d'ailleurs, même avant cet événement. Et je pense que les 7 magnifiques vont un peu moins performer, donc je serais plutôt d'avis d'aller chercher un peu d'autres thématiques, en tout cas sur la zone américaine. Rapidement là-dessus, Vincent, c'est un mouvement effectivement de rebalancement qui peut voir le jour quand même. Est-ce qu'on coche au fur et à mesure toutes les bonnes cases, en tout cas pour se mettre en position de voir des rebalancements vers d'autres zones que les États-Unis? Le début d'année est toujours celui où il y a le plus de chances pour les retardataires. Puisqu'en fait, vous avez l'année devant vous, si vous vous êtes une fois encore trompé à réinvestir, à retenter un coup sur les small caps, sur l'Europe, sur la Chine ou je ne sais quoi, sur tous les retardataires. Si vous retentez un coup, c'est probablement en début d'année, parce que si le coup finalement échoue une fois encore, vous avez le reste de l'année pour essayer de vous rattraper. Donc je pense que en timing, c'est pas vraiment étonnant de voir que l'Europe se rattrape un petit peu. Évidemment, la proximité de l'élection en Allemagne donne un petit peu de timing additionnel pour ça. Mon impression, c'est que de toute façon, les investisseurs, que ce soit des institutionnels ou des particuliers, resteront plutôt sur des grandes capitalisations et privilégieront en priorité, une fois que vous avez éclusé vos investissements aux États-Unis, qu'éventuellement vous faites des mini-arbitrages à l'intérieur des États-Unis, si vous voulez disperser un petit peu plus votre allocation, vous allez privilégier les grandes capitalisations plutôt occidentales, donc le Japon, l'Europe. Et la dernière roue du carrosse, ça sera les émergents et les small caps. Je pense que c'est ça la logique de redispersion des capitaux. Dans la mesure où donc il y a une séquence, quoi. Dans la mesure où le cycle économique, pour le moment, est, je dirais, stable à plus, il n'y a surtout pas de raison de ne pas aller vers l'étranger. Donc l'Europe, normalement, devrait avoir un tout petit peu plus de croissance cette année que l'année dernière. Pourquoi ne pas revenir un petit peu sur cette zone? Avec un peu de chance, les entreprises pourraient faire du x2 ou x3 par rapport à la croissance en termes de bénéfices. Parlons justement de la croissance européenne pour cette année. Evelyne, qu'est-ce qui va construire, façonner la croissance en zone euro notamment, ou en Europe au sens large cette année? Et puis on en viendra évidemment à la manière dont la Banque Centrale Européenne pourra soutenir cette croissance. On a une toute petite amélioration dans la croissance européenne comme scénario de base. Donc, du coup, on parle de 0,7 l'année dernière, 0,9 cette année, c'est quand même pas du exorbitant. Les facteurs principaux là derrière, c'est quand même les gains de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la croissance des salaires réels est assez importante en zone euro et dans les économies individuelles, donc ça devrait aider. Pour l'instant, ça a surtout remonté ou résulté dans une remontée des taux d'épargne. Mais on espère vraiment que c'est juste un effet tardif, que là, la consommation va reprendre un tout petit peu. Et après, il y a le phénomène de la politique monétaire qui est en train de réduire le niveau de restrictions appliquées à l'économie. Et on pense effectivement que la BCE va aller très loin. On pense qu'ils vont baisser les taux à 1,5 sur le taux de dépôt d'ici septembre, ce qui n'est pas un niveau de taux d'intérêt stimulatoire, mais au moins restrictif qu'avant. Ça devrait aider un peu la croissance d'investissement. Bon, ça, c'est le scénario de base. Après,
Je pense que pour vraiment repenser la politique budgétaire allemande pour 2025, l'année est trop avancée. Enfin, ça, il faudrait plutôt repenser un stimulus à court terme parce que l'économie est vraiment très proche d'une dynamique de récession plus intense que ce qu'on a connu dans les chiffres de croissance des dernières 2 ans. Après, il y a beaucoup de risques à la baisse, en fait, aujourd'hui. Donc, tout ce qui est guerre commerciale, on n'a pas besoin de voir des augmentations des tarifs. L'impact d'incertitude est suffisant pour significativement dégrader les perspectives de croissance dans une économie exportatrice en zone euro. Et on a vu ça en préparant un petit indicateur d'incertitude. Il a augmenté de façon significative pile au moment du résultat de l'élection américaine. Après, il s'est recorrigé un peu vers la baisse et là, depuis la semaine dernière, c'est remonté. Donc, du coup, on n'a pas besoin vraiment d'une augmentation. On a juste besoin de ce niveau d'incertitude qui peut peser sur l'investissement. Il y a aussi le phénomène prix énergétique. Ils ont quand même augmenté de presque 10% par rapport à fin novembre. Ça pèse sur le pouvoir d'achat. Pour l'instant, ça se tient un peu à la marge, mais ça commence à s'accumuler. Et il y a l'impact de l'effet contagion du repricing côté américain. Donc, du coup, on a des taux réels, une courbe de taux réels aujourd'hui en zone euro qui est 30 points de base à peu près, supérieure à ce qu'on avait dans les scénarios de fin novembre, début décembre. Ça commence à s'accumuler. Donc, oui, il y a certaines raisons pour peut-être être optimiste sur les actions sur les marchés européennes, mais côté croissance, oulala. Comment est-ce que vous voyez le marché du travail ou les marchés du travail se comporter dans cet environnement de médiocrité que vous décrivez pour l'Europe, Evelyne ? Je pense qu'on a discuté dans le passé, il y a probablement beaucoup de rétention d'emplois en zone euro et la motivation de continuer ça ou la capacité financière des entreprises de continuer ça vient un peu à son échéance. Donc on voit en Allemagne, le secteur privé est en train de détruire des emplois. Ça, c'est en cours depuis le 2e trimestre de l'année dernière. En France, on est à peu près à 0 en termes de dynamique. Le T4 est peut-être un peu particulier parce qu'il y a les JO qui... Oui, il y a eu un contre-coup des JO. Voilà, c'est ça. Mais un peu d'incertitude politique. Qui pèse, mais qui pour l'instant, on ne parle même pas d'un environnement de récession en France. C'est au contraire de l'Allemagne. Donc du coup, la dynamique de marché d'emploi, elle est en train de se dégrader très rapidement dans les pays corps de la zone euro, et notamment en Allemagne. Et je pense que ça se reflète aussi dans la dynamique salariale. Dans le Indeed Wage Tracker, on a des retours à 3%. Un peu, mais bon, ça se joue à très peu. Quand on regarde les négociations salariales, ce que ça donne dans l'avenir pour la deuxième moitié de 2025, dans le joli graphique qu'a préparé la BCE, on est de retour à 1,5% dans ce qui est négocié aujourd'hui. Certes, les négociations actuelles pour l'année en cours ont tendance à être un peu plus fortes que les négociations pour la deuxième hausse dans l'année future, mais 1,5 en point de départ, c'est quand même du lourd. C'est de la croissance réelle, proche de 0. Donc, du coup, c'est ça. C'est très, très compatible avec des baisses de taux, ce que vous dites. Le marché d'emploi, il dit quand même aujourd'hui alerte, fragilité, notamment dans les pays corps. Les pays périphériques ont l'air plus résistantes encore. C'est vrai, mais dans les pays corps qui font quand même 50% de la zone euro, ça a l'air très fragile, ce qui rajoute un élément de motif d'épargne par précaution par les consommateurs et un peu mettre à risque cette reprise de la consommation. Tout est compliqué en ce moment. Sur l'emploi, effectivement, c'est par la question de l'emploi que la Banque Centrale Européenne va aller chercher peut-être 1,5% de taux de dépôt au cours de cette année. Parce qu'évidemment, ce n'est pas ce qu'ils annoncent aujourd'hui. On est encore prudent, on va vers le taux neutre, progressivement, pas à pas. Mais je comprends de votre sérieux, et depuis un moment, Evelyne, qu'il y a un moment où il y aura une forme de bascule. En tout cas, une BCE qui sera en capacité d'accélérer même peut-être, ou de signaler son intention d'aller beaucoup plus bas peut-être que sous les 2%. Et c'est par l'emploi que l'argument viendra ? Non, c'est vraiment l'intégralité. Donc du coup, c'est la désinflation qui commence à vraiment se montrer aussi dans la séquence de prix mensuels. Donc, du coup, on voit que ça baisse dans les perspectives de salaire. Après, si vraiment on a un développement particulièrement négatif qui devrait se matérialiser, donc une croissance qui vraiment n'augmente pas, qui s'écroule même, ça peut accélérer la BCE. Dans ce cas-là, je ne pense pas qu'on parle de 1,5% quand
pour son taux terminal, mais plus bas. Parce que, en même temps, le niveau de la discussion autour du taux neutre, elle est endogène. Je pense que le plus qu'on s'approche de ce taux neutre, le plus qu'on vient peut-être à la conclusion que peut-être le taux neutre en zone euro, il n'a pas augmenté par rapport à 2019. Donc, du coup, c'est une procédure très graduelle. Stimuler l'économie, c'est encore autre chose. À 1,5, je pense que ce n'est pas du stimulus. Ouais. Très intéressant. Quel est le niveau d'espoir qu'on peut avoir vis-à-vis des élections allemandes, Evelyne? Quelle est la force du signal qu'on peut envisager? Alors déjà, il faut anticiper une forme de résultat, de coalition. Combien de temps ça peut prendre, d'ailleurs, dans le schéma actuel? De mémoire, c'est 2 mois, c'est bien pour une coalition en Allemagne, mais ça peut être plus long. Est-ce qu'on est dans un schéma où ça pourrait être plus long qu'une paire de mois, Evelyne? Et puis, partant déjà de toutes ces hypothèses, quelle peut être la force du signal qui serait envoyé par un nouveau gouvernement allemand? Je pense que l'espoir, il est certainement là. C'est un peu le moment pour revisiter tout ça. Après, effectivement, la question dominante aujourd'hui pour moi, c'est quelle est l'échéance. Donc on a l'élection le 23 février, on saura a priori s'il y a une majorité de 2/3 dans le Parlement parmi les partis conventionnels. Après, il faut négocier une coalition le plus rapide qu'on a vu dans le passé, c'est 1 mois, le plus lent, c'est 6 mois. Je pense que vu les urgences, on serait peut-être plus sur une trajectoire plus rapide, mais quand même 1 mois. Après, il faut comme en France, préparer le budget 2025, parce qu'on n'en a pas. Ça prend aux vacances d'été, jusqu'à ce que même la Bavière, typiquement les dernières à revenir des vacances d'été, on est mi-septembre, et après on peut commencer à parler du moyen terme, et juste commencer. Donc du coup, il faut vraiment être super optimiste pour croire que tout est en place pour 2026. À la limite, j'ai mes doutes. Donc c'est ça. Donc dès qu'il y a un signal pour les marchés, qu'il y a espoir, je pense qu'il y a les réactions de marché, il y sera. Sauf qu'à court terme, s'il faut attendre 1 an, 2 ans jusqu'à ce que ça se matérialisera, on a des conditions de financement plus restrictives, toutes les fragilités aussi, que donc la longévité de cette réaction de marché, j'aurais mes doutes. Mais voilà, l'espoir y est. Oui, non, mais ça, c'est pour ça. Et l'espoir ne fait pas une stratégie, comme on dit. Donc c'est pour ça que je voulais bien mesurer les choses avec vous et avoir votre vision de cette séquence allemande. Il y a une séquence incompressible, qui va évidemment s'installer à partir du résultat des élections. Un point hyper intéressant sur les tarifs. La simple menace de tarifs génère une incertitude qui est déjà une forme de sanction. Comment on évalue ça et comment vous regardez la conversation qu'il peut y avoir aux États-Unis sur la bonne formule à trouver, puisque c'est quand même ça le sujet. Quelle forme est-ce que tout ça va prendre? Alors bon, on a vu, il y a l'exemple colombien où ça peut aller très très vite et Donald Trump finalement résiste à l'idée de taxer le consommateur américain de 25 ou 50% parce que la Colombie a tout de suite accédé à ces demandes. Il y a un sujet plus global, évidemment, avec des partenaires comme Canada et Mexique, avec l'Europe. L'idée de Scott Bessent qui défendait encore devant le Sénat lors de son audition de confirmation cette semaine, c'est quelque chose d'assez universel mais progressif. C'est-à-dire on va pas à pas, 2,5% chaque mois, et on augmente comme ça la pression au fur et à mesure avec, j'imagine, un jeu de négociation qui permet à chacun de rester dans le radar ou d'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour les marchés entre l'idée de mettre 20% tout de suite, 25% tout de suite pour le Canada ou le Mexique, ou l'idée d'un espèce de supplice un peu lent comme ça, mois après mois? Je pense que le progressif, déjà, c'est la méthode la plus raisonnable, ne serait-ce que pour les États-Unis aussi. Alors, il ne faut pas surestimer l'impact inflationniste pour les États-Unis de ces droits de douane, mais quand même, ils sont déjà dans une situation où il y a une inflation élevée, ils veulent faire des dépenses budgétaires importantes, réduire la population en capacité de travailler. Si on rajoute ça en plus, ça commence à faire beaucoup. D'où les scénarios les plus agressifs, où on n'était même plus sur une baisse de taux ou zéro, mais voire même des hausses de taux de la part de certains économistes. Donc je pense que du point de vue américain, en tout cas, l'approche progressive est la plus importante.
sachant qu'en plus Donald Trump a été élu notamment sur ce sujet de l'inflation et du pouvoir d'achat. Donc ce serait un petit peu antinomique pour lui, à mon sens, en tout cas, d'être trop agressif là-dessus. Du côté européen, c'est déjà dans les cours, on le voit, il suffit de regarder les primes de risque action Europe aujourd'hui. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de croissance sur la zone, mais pour ça, c'est pas antinomique, ce qu'on disait finalement, on ne dit pas d'aller sur les small caps européennes, non. Évidemment ça reste compliqué. Mais si vous regardez les grandes valeurs européennes qui sont très internationales par définition en termes d'activité, elles, typiquement, elles ont quand même une des cotes du fait d'être localisées en Europe. Et elles bénéficieront aussi de la relance américaine, modulo évidemment les droits de douane, mais sur certains segments, ils ne pourront pas s'en passer de toute façon. Donc, c'est peut-être 30% du chiffre d'affaires de l'Eurostock qui est réalisé en dehors des... Aux États-Unis. 60% hors Europe, et dont 30% aux États-Unis. Donc voilà, c'est un sujet assez classique, un coup à rabâche, mais... acheter des actions européennes, c'est pas forcément acheter l'économie européenne. C'est sûr. Ça, c'est un point quand même qu'il faut redire et remarteler, puisque c'est deux sujets différents. Donc voilà, globalement, les actions européennes, c'est déjà dans les cours. Je pense que si on part sur un schéma plutôt même de supplice, c'est moi qui le dis, mensuel, je pense que quand même ça va rassurer les investisseurs, parce qu'au final, tout le monde a intérêt à trouver des solutions. L'Europe est quand même un partenaire assez significatif pour les États-Unis. Et puis globalement, acheter du gaz américain ou du gaz qui vient d'ailleurs, ce qu'on est prêt à faire. Oui, non, mais est-ce que ça change réellement notre vie? Pas vraiment dans les faits. L'euro a un peu baissé, alors pas sur les dernières semaines, mais depuis le mois de septembre où on a commencé à pricer l'arrivée de Trump, on partait de quasiment 1,12. Donc voilà. Donc, il y a un peu aussi dans l'euro de la dépréciation. Après, je pense que ça, pour le coup, c'est pas fini parce que vu la différence. L'Europe, vu les taux réels que l'on a, vu la croissance que l'on a, effectivement, on devrait être beaucoup plus bas. Modulo ce sujet monétaire et les impacts d'inflation importée que ça peut avoir. Mais voilà, donc je pense sur la devise, malheureusement, c'est pas terminé. Et puis, si je suis un peu cynique, c'est peut-être une des seules façons de faire des gains de productivité, en tout cas pour l'export en Europe. C'est l'euro, c'est la compétitivité des prix, quoi. D'accord. C'était la politique des pays d'Europe du Sud pendant longtemps. Oui. Finalement, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ouais. Bon. Aujourd'hui, ils s'en sortent mieux que nous, effectivement. Espagne et Italie restent dans une dynamique supérieure à celle de la France ou de l'Allemagne. Sur la question des droits de douane, on sent qu'ils tâtonnent pour trouver la bonne formule, quand même. Il n'y a rien d'évident. Je pense que de toute façon, pour éviter de pénaliser le consommateur américain, il vaut mieux le faire de façon très graduelle, tester les conséquences et ajuster ensuite le niveau où on finit par s'arrêter. C'est une dose d'incertitude pour tout le monde qui peut être mortifère quand même. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé le mois prochain, quoi. Je pense que la deuxième chose, c'est que c'est une façon de négocier aussi vis-à-vis de l'extérieur où le taux va s'arrêter. Donc je pense que c'est aussi une bonne manière pour les Américains de maintenir la pression tout en encaissant progressivement un chèque. L'air de rien, s'il y a déjà 2,5% de surtaxe, c'est toujours ça qui rentre dans les comptes de l'État. Donc non, je pense que la méthode graduelle et avec une différenciation par pays ou par secteur d'activité, etc., je pense que c'est à ça qu'on finira par arriver. Donc vous avez été gentil. Bon, on va s'arrêter à 10. Vous avez été méchant. On va monter à 30. Je pense que c'est non, mais je pense que c'est un peu ça. Et l'affaire colombienne, pour moi, elle est très, très importante à observer. C'est-à-dire qu'on est prêt à fusiller les relations avec un pays du jour au lendemain. Et ça, c'est une magnifique forme de menace pour les autres. C'est-à-dire que, pour un petit pays avec des relations qui étaient très faibles vis-à-vis des États-Unis, l'impact pour les États-Unis était très faible, ils pouvaient prendre ce risque sans aucune difficulté. Exactement. Et derrière, faire passer le message aux autres pays, regardez comment vous serez traités si vous ne comprenez pas les messages qu'on vous envoie. D'ailleurs, c'est la stratégie qu'ils veulent mener en Europe. Parce qu'ils essayent plutôt de faire des négociations bilatérales plutôt que de négocier avec la Commission. Oui, ça, l'Europe, comment ils disaient, nous
Je ne sais plus comment il nous décrivait l'Europe, hein. Un petit club ou je sais plus comment. Bref, en fonction des formules de tarifs douaniers, les impacts peuvent être différents, très différents. Les impacts économiques, Evelyne. Si alors on met des tarifs universels mais progressifs, ou si on cible des secteurs ou des pays avec des niveaux de tarifs additionnels qui peuvent être élevés, ça donne des résultats économiques différents à l'arrivée. Oui, potentiellement oui. Après, il y a tellement de permutations que je ne saurais pas. Ouais. Voilà, c'est l'effet de l'équilibre général. Après. Oui. Enfin, on a vu qu'est-ce qui se passe avec. Enfin, on a vu la complexité de ce sujet en 2018-2019. C'est pas parce que les prix du steel et de l'acier ont augmenté à cause des tarifs que les prix des soja n'ont pas baissé parce qu'il y avait de la rétaliation et donc du coup au total l'impact inflationniste n'était pas du tout évident, y compris sur l'économie. Donc du coup c'est très complexe d'élaborer l'impact, mais encore une fois cette approche graduelle, ça fait partie de notre scénario de base. Vous retenez l'idée gradualiste c'était notre scénario de base avant. Donc pour l'Europe, un doublement des tarifs pour l'Europe de 1,5 en moyenne à 3% en point terminal à partir du deuxième trimestre. Mais encore une fois, rien de tout ça empêche l'impact de l'incertitude. Il peut y avoir un impact de front-loading. Donc quand on sait qu'il y a un risque que les tarifs seront... On achète vite ou on vend vite. Le mois prochain, on fait plus rapidement. Donc du coup, ça peut créer une illusion d'une force économique un peu extra, mais une fois que, il peut avoir un effet de rattrapage après, d'ajustement après, qui peut être assez important. Donc, du coup, ça sera très difficile à naviguer, je pense, d'un point de vue prévision et d'un point de vue impact. Mais l'impact incertitude, c'est peut-être le facteur qu'on peut plus prévoir là-dedans et plus mesurer surtout là-dedans. C'est ça, la vraie menace. Trump, c'est l'incertitude qu'il génère. Par contre, le gradualisme, je pense que ça permet beaucoup plus aux entreprises de s'adapter à ce qui est en train de se produire. J'ai entendu des patrons dire, moi je préfère, quitte à aller jusqu'à 10 ou 15%, je préfère qu'on me l'indique dès le départ, qu'on me dise ce sera 15 à partir du 1er février. Et là, on s'adapte. Si c'est chaque mois, sans savoir si le mois d'après, ça va être doublé, augmenté encore ou pas, bon, on verra. De toute façon, le 1er février, ça arrive bientôt. Oui. C'est la date, une des dates qu'il a fixées dans ces 100 jours pour peut-être clarifier. D'ailleurs, le couple, on pensait qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs parce que les chaînes de production sont tellement intégrées autour de ces frontières. Entre Canada et Mexique qu'on pensait que là, vraiment, ça serait particulièrement difficile de venir avec des tarifs. Et voilà la menace en première. Ça a été les premiers. Oui. C'est les pays amis qui ont été les premiers ciblés. C'est un petit coup pour le friendshoring quand même. Pas facile. J'oublie à chaque fois si c'est 5 ou 8 fois que la voiture passe entre le Mexique et les États-Unis, oui. Imaginez une augmentation des tarifs dans cette chaîne de production. On verra comment les amis canadiens et mexicains... Bon, ça discute, hein. Claudia Sheinbaum au Mexique, elle est en discussion sur la question migratoire, notamment. Voilà, elle montre aussi beaucoup de choses côté mexicain. Donc on verra ce qu'il en est au 1er janvier pour le Mexique et le Canada, et pour les autres peut-être plus tard. Merci à vous trois en tout cas d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Evelyne Hermann, Bank of America Global Research, Julien Kistrebert, Taylor Asset Management, Vincent Lecartier, WeSave. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous explorons ce soir le thème de la santé à travers les perspectives et les enjeux 2025 pour ce secteur qui, je le disais en introduction, regroupe aussi bien les grands laboratoires pharmaceutiques que des sociétés de biotechnologie ou de medtechnologie également. Nous en parlons avec Olivier Droyère, gérant action chez Montpensier Finance. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Tiens, puisqu'on est en plein dans le questionnement sur le coût de l'IA, la bulle de CAPEX et comment on monétise tout ça à l'arrivée. Première réflexion, c'est que le secteur de la santé est peut-être un secteur qui apporte des réponses sur le retour sur investissement, les bénéfices qu'on peut retirer des avancées et des percées qui ont été obtenues ces dernières années jusqu'à aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle. Oui, il y a eu pas mal de discours même là-dessus à Davos notamment, mais c'est vrai qu'on commence à avoir quelques éléments dans lesquels l'IA peut jouer un rôle dans le domaine de la santé. Le plus important, c'est quand même la productivité de la R&D. C'est un gros enjeu pour le secteur, peut-être l'enjeu majeur pour les pharma et les biotech, parce que c'est un secteur qui a une mauvaise productivité de la R&D.
R&D si on s'en tient aux chiffres. C'est-à-dire qu'il y a 90% des médicaments qui échouent. Qui ne voient pas le jour. Oui. Heureusement, quand on s'arrête, on arrête de dépenser aussi. Donc c'est quand même mieux pour les marges. Mais c'est vrai que globalement, quand on regarde ce que l'IA peut faire, en fait, les médicaments qui sont développés à base d'IA, on a déjà quelques retours. En fait, en première phase d'études cliniques, où on regarde tout ce qui est toxicité, il y a quand même 85% de taux de succès, alors que les données historiques montrent qu'on est plutôt autour de 55% de taux de succès. Donc pour les autres phases cliniques, où on est vraiment dans le développement pharmacologique, bon, l'IA ne change rien. Mais déjà, si on applique ce gain de productivité à l'ensemble finalement de la chaîne de valeur, on arrive peut-être plutôt à 80%, on arriverait à 80% de taux de succès, de taux d'échec. Alors c'est beaucoup, mais ça fait quand même du coup un doublement de taux de productivité de la R&D. Ça, c'est quelque chose qui est quand même un enjeu majeur, et c'est vraiment là où l'IA a le plus de rôle. Il y a aussi quelques petits impacts, notamment dans le diagnostic. On voit des sociétés comme Medtronic sont capables notamment de doubler le taux de détection des tumeurs à l'endoscopie, ou des petites françaises comme Médian qui dans l'imagerie au scanner aussi ont des taux de détection des cancers précoces qui dépassent 90%. Dans le diagnostic, c'est utile. Dans le diagnostic, c'est utile. Mais c'est vraiment la productivité de la R&D le premier champ, et le diagnostic aussi, il y a une vraie utilité. Dans les sujets chauds de la santé, là, avant d'évoquer les perspectives du secteur, un mot quand même du thème de l'anti-obésité, qui a été alors un thème fabuleux. Alors, jusqu'à l'an dernier, j'ai envie de dire, pendant au moins 2 ans, ça a duré, peut-être même un peu plus, de 2020-2021 jusqu'à l'été 2024, puisque c'est à ce moment-là qu'on a vu des boîtes comme Novo ou comme Eli Lilly décrocher un peu du reste du marché. Pourquoi ce thème devient plus volatile aujourd'hui? Est-ce qu'on entre dans une autre phase de ce cycle autour de ces médicaments qui restent très prometteur de ce que je comprends. Il reste très prometteur. Ça a été intégré dans la valorisation. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais un peu plus de prudence parce que on intégrait déjà des marchés de l'ordre de 130 milliards dans la décennie 2030, etc. Donc on avait déjà intégré quand même beaucoup de bonnes choses, et la croissance se dément pas. Mais c'est vrai qu'on est plus exigeant sur les attentes. Donc maintenant, quand il y a une petite déception sur une publication, c'est sanctionné très fortement. Quand il y a un médicament comme celui de Novo Nordisk en fin d'année dernière qui déçoit un peu, un nouveau médicament, il était meilleur que Wegovy. CagriSema donc a fait 22,7% de perte de poids, alors que Novo avait beaucoup communiqué sur la barre de 25. Voilà, ce qui était probablement une erreur en termes de communication. Alors depuis, c'est vrai que là, récemment, ils ont un nouveau produit, mais qui est plus en amont. Alors il faut voir à quelle vitesse ils arrivent à le développer, qui est à 22% de perte de poids, mais à 36 semaines, donc beaucoup mieux que les 50-60 semaines sur lesquelles on l'était. Donc ça, c'est assez prometteur. Mais c'est vrai que voilà, les marchés sont devenus plus exigeants, puis quand on perd 20% de poids, c'est déjà beaucoup. Donc est-ce qu'il y a besoin de beaucoup plus? Pour certaines populations en forte obésité, oui, mais pas pour tout le monde. Donc on arrive maintenant, ce qui va être important, c'est les nouvelles façons de regarder et de traiter l'obésité, avec un focus sur la qualité de la perte de poids, préservation de la fonction musculaire. Aujourd'hui, effectivement, il y a la perte de poids sélective, c'est important. Donc il y a des produits, notamment, on regarde tout ce qui est myostatine, qui permet de préserver la fonction musculaire, de renforcer la fonction musculaire. Il y a quelques biotech américaines, des boîtes comme Scholar Rock qui s'intéressent à des trucs comme ça, par exemple aux États-Unis. Il y a des IPO aujourd'hui qui se préparent avec une induction du GLP-1 plutôt que, de la réponse GLP-1 par l'organisme plutôt que des GLP-1 directement. Donc on regarde des nouvelles choses, on est plus exigeant et on regarde vraiment la qualité et pas simplement la perte de poids brute. Donc il faut être plus exigeant aujourd'hui. C'est bien de le rappeler, effectivement. Parce que perte du poids, mais la qualité de la perte de poids est au moins aussi importante, voire plus que la quantité de poids perdu aujourd'hui. On a atteint cette frontière désormais du côté des GLP-1. Bon, qu'est-ce qui va façonner la dynamique de l'investissement en santé pour 2025? Je le disais, dans un secteur qui regroupe aussi bien des grands laboratoires pharmaceutiques que des sociétés de biotechnologie, alors parfois de très grosse taille bien sûr, mais qui ont chacune des enjeux et des modèles différents. Oui, alors l'année dernière, globalement, la santé s'est bien comportée jusqu'à fin août. Et puis l'automne a été un peu compliqué parce que nomination de RFK à la santé. Alors on connaît ses propos anti-vaccins. Bon, quand on discute quand même avec des patrons de biotech américaines, ils disent quand même que le secrétaire à la santé a rarement beaucoup d'influence concrète sur ce qui se passe. Mais il peut perturber un peu la FDA. Si, voilà. Après, il ne faut pas oublier que dans l'administration Trump, il y a des gens qui sont même des patrons de biotech, qui sont pour l'innovation. Donc il peut y avoir des effets de bord négatifs d'un côté, mais il peut aussi avoir une accélération des autorisations de médicaments innovants. Donc c'est vrai qu'à la fin de l'année, on était sur un secteur qui était devenu très attractif. C'est très rare que le secteur sous-performe le S&P pendant 2 ans de suite, ce qui s'est passé avec toutes les perturbations post-Covid, avec cette nomination d'RFK, avec des taux qui ont un peu de mal à baisser. Et donc on était vraiment dans les 2 plus bas déciles de pondération dans le S&P quand on regarde l'histoire des marchés. Donc c'est très attractif. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, le secteur plutôt se comporte bien. On est plutôt autour de 5% de performance sur le secteur depuis le début de l'année, avec effectivement les inquiétudes
inquiétudes sur l'IA font que peut-être il faut se diversifier sur des secteurs plus défensifs. Ça remet de la lumière sur d'autres secteurs. Ça, c'est le contre-effet DeepSeek, quoi. Exactement. Et c'est vrai que la santé, on a vu aussi quand même, enfin, le retour du M&A dans la biotech. Parce que c'est vrai que ça a été un des facteurs de déception. Et je regardais, c'est vraiment tout frais d'aujourd'hui, une étude d'IQVIA qui montrait qu'il y avait eu quand même une baisse de 66% de la valeur des deals en 24 par rapport à 23, qui était une belle année, 23 en termes de deals. C'est vrai qu'on a attendu des deals qui ne sont pas venus, la faute sans doute au taux, la faute sans doute à quelques incertitudes, notamment sur l'IRA aux États-Unis. Alors aujourd'hui, les labos ont reconstitué une force de frappe. IQVIA l'estime à 1,5 trilliard quand même, donc c'est assez important, c'est toute la valeur de la biotech. Et il y a quelques deals. On a vu en début d'année, notamment, nous on était investis sur une société qui s'appelle Intracellular Therapies, et qui s'est fait racheter 15 milliards en fait par Johnson & Johnson. Donc là, c'est peut-être le signal que ce M&A reprend dans la biotech. C'est un moyen deal, ça, dans la santé? C'est un beau deal. C'est un beau deal. C'est pas un très gros deal. Pas un jumbo deal, mais... Pas un jumbo deal, mais c'est quand même déjà un beau deal. Et c'est vrai que les pharma qui sont bien comportés globalement l'année dernière, malgré un peu plus de volatilité sur la fin de l'année, notamment sur l'obésité, les pharma, ils ont quand même aussi besoin de remplacer un certain nombre de produits, puisque il faut quand même surveiller les échéances brevetaires parce que il y a à peu près 290 milliards de dollars d'échéances brevetaires en termes de chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. Et ça, c'est beaucoup par rapport à l'historique? C'est un petit mur des brevets quand même? C'est un petit mur des brevets. On était à 125 quand même sur les 5 dernières années. Oui, il y avait plus de sujets. Nous, on fait quand même attention à ça dans nos investissements. Je pense que c'est des choses qu'il faut regarder attentivement et c'est une vraie opportunité sur la biotech. Et puis, sur toutes les sociétés qui ont souffert du post-Covid, dans le diagnostic, dans la production de vaccins. On a eu des années perturbées, beaucoup de stockage. Et là, maintenant, c'est un peu terminé. Il y a un bon exemple, c'est la publication aussi aujourd'hui. Les coups de fouet, boom-bust, Covid, post-Covid, ça se termine là. Voilà, ça se termine. Et le bon exemple, c'est aujourd'hui la publication Sartorius, effectivement, qui montre que le chiffre d'affaires est encore faible, mais les prises de commandes, quand même, sur le 4e trimestre, sont en hausse. On a des commandes qui sont 20% supérieures au chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même un vrai signal de reprise de tous ces segments. Je reviens toujours à DeepSeek, désolé, je vis DeepSeek depuis hier, évidemment, Olivier, mais je trouve que DeepSeek dans l'IA a remis de l'intérêt sur la dimension technologique chinoise. Pensait que les États-Unis étaient très en avance, non pas qu'il n'y avait pas de concurrence chinoise, mais qu'elle était peut-être beaucoup plus en retard ou beaucoup plus loin derrière que ce que DeepSeek a démontré ou semble avoir démontré hier. Qu'est-ce qu'on peut dire si on transfère cette question à la question de la technologie en santé et des biotech notamment? C'est une très bonne question parce que les Chinois, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on vit déjà depuis quelque chose comme 1 an et demi, mais l'année dernière, 30% des deals sont faits avec des boîtes chinoises. Et notamment, quand même, une des biotech qui est sortie du lot aux États-Unis l'année dernière, c'est Summit Therapeutics, parce qu'ils ont réussi à faire mieux que le Keytruda de Merck dans le cancer du poumon. Alors, c'est pas encore approuvé, mais enfin, c'est quand même assez avancé déjà. Et c'est quand même le sourcing d'une boîte qu'on connaît bien en Chine, qui s'appelle Akeso Biopharma, et qui finalement est à l'origine de cette innovation. Et c'est pas les seuls. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui, les prix sont quand même bas en Chine. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs américains qui vont faire des deals d'innovation avec des boîtes chinoises, qui créent des sociétés aux États-Unis. Et Summit, typiquement, ça vaut quand même 17 milliards de dollars. Donc, qui arrive finalement à transposer dans l'innovation chinoise aujourd'hui est très importante dans le domaine de la biotech. Et il n'y a pas de, j'allais dire, ce sourcing, il est accessible aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein, il y a la possibilité d'aller se sourcer en Chine à travers le tissu des biotech chinoises. Tant qu'à la fin la valeur est créée dans les biotech aux États-Unis, ça ne les dérange pas. Donc effectivement, Summit, ça vaut beaucoup plus qu'Akeso qui quand même est l'auteur d'innovation et qui a en plus d'autres innovations dans le pipe. Merci beaucoup Olivier. Merci d'être venu nous voir pour parler des enjeux du secteur de la santé, de quelques-uns de ces enjeux. On a balayé le sujet avec vous dans ce dernier quart d'heure. Olivier Droyer, gérant action chez Montpensier Finance, était avec nous l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.